Mon mari continuait à m'appeler par le prénom de ma petite sœur, alors j'ai commencé à l'appeler par le prénom de mon ex. J'étais mariée avec Daniel depuis 7 ans lorsque ma petite sœur, Allison, est revenue en ville après son divorce et qu'elle avait besoin de soutien, alors je l'ai invitée à rester chez nous quelques semaines pendant qu'elle cherchait un appartement. Daniel était étrangement excité par son emménagement. Il a nettoyé la chambre d'amis lui-même, acheté de nouveaux draps et y a même mis des fleurs. Je pensais qu'il était attentionné, mais avec du recul, les signes sont évidents. Le premier soir où Allison était là, nous dînions et Daniel m'a passé le sel en disant « Tiens, Allison ». J'ai ri pour dissimuler. Les gens confondent les noms. Mais il l'a refait 5 minutes plus tard, demandant à Allison si je voulais plus de vin tout en me regardant droit dans les yeux. Allison l'a remarqué et m'a lancé un regard mal à l'aise. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai interrogé Daniel à ce sujet. Il a dit que les noms étaient similaires et que j'exagérais. Je m'appelle Rebecca, rien à voir avec Allison. Le lendemain matin, Daniel a préparé le petit déjeuner et a mis l'assiette d'Allison à ma place et quand je me suis assise, il a dit « C'est pour Allison », même si elle n'était même pas encore réveillée. Quand elle est descendue, il l'a servie en premier, se souvenant exactement de la façon dont elle aimait ses œufs. D'après une seule conversation, mais oubliant que je ne mange pas de bacon après 7 ans de mariage. Il m'a appelé Allison 3 autres fois ce matin-là, et la situation a empiré. Quand Allison a commencé son nouveau travail, Daniel me demandait « Comment s'est passée la journée d'Allison ?» Quand je rentrais du travail, ce n'était pas « Comment s'est passée ta journée ?» mais celle d'Allison, tout en me parlant. Il m'envoyait des messages avec des questions destinées à elle. Il m'a demandé d'acheter sa marque spécifique de shampoing au magasin. Quand j'ai dit que ce n'était pas mon shampoing, il a semblé confus et a dit « Désolé, Allison, je veux dire Rebecca ». Il prononçait mon vrai nom comme si c'était étrange pour lui. Au barbecue d'un ami, Daniel m'a présenté à son collègue comme Allison et le type m'a serré la main en disant « Ravi de vous rencontrer, Allison ». Je l'ai corrigé et Daniel a ri en disant « Il nous confond parce que nous sommes sœurs. Nous ne nous ressemblons pas du tout. J'ai les cheveux bruns et elle est blonde. Je mesure 1m73 et elle 1m57. » Le collègue a semblé confus, mais a accepté. Daniel m'a appelé Allison 4 autres fois à cette fête et les gens ont commencé à le remarquer. Notre ami Jay m'a pris à part, me demandant si tout allait bien. 2 semaines après qu'Allison a emménagé avec nous, Daniel a commencé à nous comparer constamment. Il disait qu'Allison faisait un meilleur café, qu'Allison pliait les serviettes correctement, qu'Allison savait s'habiller pour sa morphologie. Mais il me disait tout ça à moi en m'appelant Allison tout en critiquant Rebecca, comme s'il avait oublié quelle sœur était qui ou s'il s'en fichait. Pendant la soirée cinéma, il s'est assis entre nous sur le canapé et au milieu du film, il a mis son bras autour de moi et a chuchoté « Tu sens bon, Allison ?» Je l'ai repoussé. Allison a tout entendu et elle a commencé à chercher des appartements plus rapidement. Daniel semblait paniqué par son départ. Il m'a dit, en m'appelant Allison à nouveau, que je devrais convaincre ma sœur de rester plus longtemps. J'ai dit « Je suis ta femme, pas Allison ». Il a dit « D'accord, désolé Rebecca ». Mais 5 secondes plus tard, il m'a appelé Allison à nouveau. Le pire a été pendant l'intimité. Une nuit, Daniel m'embrassait et a chuchoté le nom d'Allison. Je l'ai repoussé immédiatement et il a prétendu qu'il pensait au travail. Quel travail implique le nom de ma sœur? Il a dit que j'étais paranoïaque et que je créais des problèmes. Le lendemain matin, il a fait le petit déjeuner et a dit « Bonjour, ma belle » à Allison. Puis il m'a regardé et a dit « Bonjour, juste bonjour ». J'ai trouvé le téléphone de Daniel déverrouillé pendant sa pause déjeuner et ses recherches récentes. Portèrent toutes sur les réseaux sociaux d'Allison, ses vieilles photos de mannequinat de la fac et le LinkedIn de son ex-mari. Il avait enregistré 17 photos d'elle sur son portable, certaines datant même d'avant son emménagement, des photos de mon mariage où il m'avait recadré pour ne garder qu'elle. Sur la réservation de notre dîner d'anniversaire, il avait écrit « Daniel et Allison », puis rayé Allison et écrit Rebecca. Le réceptionniste du restaurant a vraiment demandé si Allison venait. Daniel a dit « Peut-être la prochaine fois ». J'ai pété les plombs. J'ai commencé à l'appeler par le nom de mon ex-petit ami, Roger, dans chaque phrase. « Roger, tu peux me passer la télécommande? Merci pour le dîner, Roger. Roger, ta mère a appelé. » Daniel s'est énervé immédiatement et a dit que j'étais puérile. J'ai dit que j'étais juste confuse. Leurs noms étaient si similaires. Daniel et Roger, rien de similaire. Mais apparemment, cela n'a pas d'importance. Au dîner de son entreprise, je l'ai présenté comme Roger à son patron. « Voici mon mari Roger. » Désolé, je veux dire Daniel. Je les confonds toujours. Son patron a semblé inquiet. Le visage de Daniel est devenu rouge. Je l'ai appelé Roger 12 fois ce soir-là et j'ai dit à la femme du PDG que Roger était si dévoué à l'entreprise. Elle a demandé qui était Roger. J'ai dit « Ah, que je suis bête. Je voulais dire Daniel. Roger est juste un gars que je connaissais. » Daniel m'a tiré à l'écart, furieux, disant que je l'embarrassais exprès. Je lui ai dit que maintenant, il savait ce que ça faisait. La semaine suivante, je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai maintenu ça pendant 3 jours, d'affilée. Tous les matins au petit déjeuner, je demandais à Roger de passer le café. Il posait la tasse avec force sur la table, la mâchoire serrée, mais me la donnait sans rien dire. Au dîner, j'ai remercié Roger d'avoir fait la vaisselle. Roger par-ci, Roger par-là. Sa mère a appelé mardi soir et j'ai répondu joyeusement, lui disant que Roger la rappellerait plus tard. Daniel m'a arraché le téléphone des mains et est allé dans la chambre en claquant la porte. Je l'ai entendu lui expliquer quelque chose à voix basse. Quand il est sorti, son visage était rouge et il ne me regardait pas. Jeudi matin, notre voisine nous a arrêtés dans l'allée du garage. Elle voulait emprunter le taille-haie. J'ai souri et présenté mon mari, Roger. La voisine a semblé confuse, a regardé Daniel, puis m'a regardé à nouveau. Le visage de Daniel est passé du rouge au violet. Il m'a corrigé entre ses dents serrées, a dit que son nom était Daniel. Ça l'avait toujours été. J'ai ri et j'ai dit « Je confonds toujours ces noms. Ils se ressemblent tellement. » La voisine a pris le taille-haie et est partie rapidement.
Daniel a attendu qu'elle soit à l'intérieur avant d'exploser. Il a dit que j'étais manipulatrice et cruelle, que je l'embarrassais exprès, que tout ça était toxique et devait cesser. Je me suis appuyée contre la voiture et j'ai pris mon téléphone, ouvert mon application de notes, fait défiler la liste que je tenais, 43 fois en 3 semaines. J'ai lu à voix haute. Date, heure, contexte. Chaque fois qu'il m'avait appelé Allison, au petit déjeuner, pendant le dîner, au lit, au barbecue, à l'événement de l'entreprise, quand la voisine s'est arrêtée, pour discuter. La bouche de Daniel s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Allison m'a trouvée dans la cuisine cet après-midi-là en train de faire du café. Elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle. Elle a dit qu'elle se sentait très mal à propos de tout ça, qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème dans mon mariage, qu'elle aurait peut-être dû rester à l'hôtel. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Daniel a fait ses choix. Elle n'avait rien fait de mal. Mais j'ai remarqué qu'elle cherchait des appartements tous les soirs sur son ordinateur portable, au lieu de regarder la télé avec nous. Elle a commencé à prendre son petit déjeuner avant que Daniel ne se réveille, éviter de rester seule dans la même pièce que lui. Quand il proposait de l'aider pour quelque chose, elle inventait des excuses ou attendait que je sois là aussi. Elle avait 3 visites d'appartements prévues pour le week-end. Marshall a appelé vendredi soir pendant que Daniel était à la salle de sport. Il a dit qu'il avait entendu parler du dîner de l'entreprise par des amis communs. Les gens en parlaient. Le patron de Daniel a apparemment demandé à quelqu'un si tout allait bien à la maison. Marshall a dit que le comportement de Daniel au barbecue avait mis tout le monde mal à l'aise. La façon dont il continuait à m'appeler Allison. La façon dont il regardait ma sœur. Il a dit qu'il était heureux que je me défende, même si ma méthode était peu conventionnelle. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il a proposé de venir si j'avais besoin de parler. J'ai dit que ça allait, mais que je le remerciais. Quand Daniel est rentré à la maison, il a demandé à qui je parlais. J'ai dit « Marshall ». Le visage de Daniel a fait ce truc où sa mâchoire se serre et ses yeux se plissent. Il a demandé de quoi nous parlions. J'ai dit « Du barbecue ». Il est allé prendre sa douche sans rien dire de plus. J'ai commencé à tout documenter dans un vrai carnet au lieu de simplement sur mon téléphone. J'ai acheté un petit journal à la pharmacie. Chaque fois que Daniel m'appelait Allison, je le notais. Date, heure, contexte exact, qui d'autre était présent. Mardi matin à 7h15 pendant le petit déjeuner alors qu'Allison dormait encore. Jeudi à 6h30 pendant qu'on regardait les infos. Samedi après-midi à 14h pendant qu'on s'occupait du jardin. La liste s'est allongée. À la fin de la 4e semaine, j'avais documenté 37 incidents. J'ai fait les calculs. Le schéma ne s'améliorait pas, il empirait. La première semaine a eu 7 incidents. La semaine 2 en a eu 9. La semaine 3 en a eu 11. La semaine 4 en a eu 10 jusqu'à présent et on n'était que samedi. Dimanche soir, Daniel est rentré à la maison avec des fleurs. Il les a mises sur le comptoir de la cuisine et a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il essaierait de faire plus d'efforts pour dire mon nom correctement, qu'il savait que cela me dérangeait, qu'il n'avait pas l'intention de me blesser. J'ai mis les fleurs dans un vase. Nous avons préparé le dîner ensemble. Nous nous sommes assis pour regarder un film. À la moitié, il a demandé si Allison voulait plus de popcorn. Je tenais le bol. Il me regardait droit dans les yeux. Je l'ai fait remarquer. Il a dit qu'il voulait demander si je pensais qu'Allison en voudrait quand elle descendrait. Elle était dans sa chambre. 20 minutes plus tard, il a commenté qu'Allison avait l'air fatiguée. Aujourd'hui, j'étais assise à côté de lui sur le canapé. Allison était toujours là-haut. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est mis sur la défensive. Il a dit qu'il parlait de plus tôt, au dîner. J'étais au travail pendant le dîner. Allison avait mangé seule avec lui. Il s'est levé et est allé se coucher tôt. J'ai trouvé le téléphone de Daniel sur le chargeur lundi matin, pendant qu'il était sous la douche. Je ne fouinais pas. Je branchais juste le mien à côté du sien. Son écran s'est allumé avec une notification de message d'Allison. J'ai pris le téléphone, ouvert leur conversation. Il lui envoyait des messages directement, lui demandant comment s'était passée sa journée, comment était le nouveau travail, si elle avait besoin d'aide, pour déplacer des meubles, faisant des plans pour l'aider à faire ses cartons samedi sans m'en parler. Les messages étaient amicaux, rien d'inapproprié, mais le secret me dérangeait, plus que le contenu. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il échangeait des messages avec ma sœur? Pourquoi faire des plans sans m'inclure? J'ai fait des captures d'écran, je me les suis envoyées. J'ai effacé la preuve que je l'avais fait, j'ai remis le téléphone exactement où il était. Allison est venue me voir mardi après le travail, m'a montré son téléphone, les messages de Daniel, a dit qu'elle gardait les réponses brèves et professionnelles, mais qu'elle était mal à l'aise avec la fréquence à laquelle il la contactait. Elle répondait par des réponses d'un mot ou juste des émojis pouces en l'air. Il envoyait 3 ou 4 messages pour chacun des siens. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un appartement, signé le bail ce matin-là, qu'elle déménagerait dans 2 semaines, bien avant le plan original de 6 semaines. Elle semblait soulagée quand elle a dit ça. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit que je comprenais. Elle a dit qu'elle serait toujours en ville. On pourrait déjeuner chaque semaine, mais elle avait besoin de son propre espace. Elle avait besoin de ne pas être la raison pour laquelle mon mariage s'effondrait. J'ai vérifié nos relevés de carte de crédit mercredi soir pendant que Daniel dormait à côté de moi. J'ai fait défiler les frais du mois dernier. J'ai trouvé 347 $ d'achat que je ne reconnaissais pas. Une marque de café cher du magasin chic du centre-ville. Le genre qu'Allison a mentionné aimer une fois. De nouvelles serviettes pour la chambre d'amis dans la couleur exacte qu'elle a dit trouver jolie. Une carte cadeau pour son magasin de vêtements préféré. Des produits de bain dans son parfum préféré. Tout débité sur notre carte commune. Toutes des choses spécifiquement pour elle. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai ajoutées à un dossier sur mon téléphone appelé Preuve. Je me suis endormie dos à Daniel. Jeudi matin, je l'ai confronté au petit déjeuner, lui ai montré les factures de carte de crédit sur mon téléphone, lui ai demandé d'expliquer les 300 $ d'achat pour ma sœur. Il a dit qu'il était juste un bon hôte, qu'elle traversait un divorce et qu'il voulait qu'elle se sente la bienvenue. J'ai demandé pourquoi il avait besoin d'acheter des cadeaux coûteux alors qu'elle ne restait que quelques semaines. Il a dit que j'étais paranoïaque et jalouse, que je transformais quelque chose d'innocent en quelque chose de laid. J'ai souligné qu'il avait oublié notre anniversaire le mois dernier, ne m'avait pas acheté de fleurs, n'avait pas fait de réservation, avait complètement oublié jusqu'à ce que je le mentionne. 2 jours plus tard,
mais s'était souvenu de la marque de café préférée d'Allison après une conversation. Il a dit que ce n'était pas juste. J'ai dit que ça montrait exactement où étaient ses priorités. Il est parti au travail sans finir son petit déjeuner. J'ai passé le week-end à éviter Daniel. Je suis restée dans la chambre d'amis vendredi soir. Samedi matin, il m'a trouvée en train de faire du café et a dit que nous devions parler. Il a suggéré un conseil conjugal. Les mots sont sortis vite, comme s'il s'était exercé. Je l'ai regardé debout là, avec sa chemise froissée et ses cheveux en désordre. Il pensait probablement qu'un conseiller prendrait son parti. Dirait que j'étais folle et jalouse, créant des problèmes à partir de rien. J'ai dit oui immédiatement. Daniel a semblé surpris. Je voulais qu'un professionnel entende à quelle fréquence il m'appelait par le nom de ma sœur. Je voulais quelqu'un d'objectif pour témoigner de ce qui se passait. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et Daniel a trouvé une conseillère en ligne, Porsche Frost. Elle avait de bonnes critiques et un créneau la semaine prochaine. Il a pris le rendez-vous pendant que je regardais. Il a cliqué sur les formulaires et a entré nos informations. Ses mains tremblaient un peu quand il tapait. La confirmation du rendez-vous est arrivée sur son téléphone. Mardi à 16h. Daniel a dit que cela nous aiderait à arranger les choses. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ramené mon café dans la chambre d'amis et fermé la porte. Mardi après-midi, j'ai pris le carnet que je tenais. J'ai compté 37 fois que Daniel m'avait appelé Allison en 4 semaines. J'ai daté chaque incident, noté le contexte, ce que nous faisions, qui d'autres étaient présents. J'ai mis le carnet dans mon sac. Daniel est rentré tôt du travail. S'est changé pour quelque chose de plus habillé. Nous avons conduit jusqu'au cabinet de Porsche, en silence. Le bâtiment était au centre-ville, près du tribunal. Bureau au 3e étage avec des murs beiges et des chaises confortables. Porsche nous a accueillis à la porte. Milieu de la cinquantaine, cheveux gris attachés, expression calme. Elle a fait un geste vers le canapé et s'est assise en face de nous dans un fauteuil. Elle a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là. Daniel a commencé à parler de problèmes de communication, comment nous luttions dernièrement, comment le déménagement de ma sœur avait créé une certaine tension. Il a fait paraître ça si raisonnable, comme des problèmes normaux de mariage. Porsche s'est tournée vers moi, a demandé mon point de vue. J'ai sorti le carnet, lu les 10 premiers incidents, les dates, les contextes, le schéma. Le visage de Daniel est devenu pâle. J'ai continué à lire. 15 incidents, 20, 37 au total en 4 semaines. L'expression de Porsche a changé. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est penchée en avant sur sa chaise, a demandé à Daniel si c'était exact. Il a hoché la tête lentement, a dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était autant de fois. Porsche a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Elle a demandé à Daniel directement pourquoi il pensait qu'il continuait à utiliser le nom d'Allison. Daniel a bégayé sa réponse. A dit que le travail était stressant. A dit que le nom sonnait pareil. Alors il confondait. A dit qu'il était distrait ces derniers temps. Porsche a posé son stylo, a souligné que Rebecca et Allison ne sonnaient pas du tout pareil. Nombre de syllabes différents, sons différents, aucun chevauchement. Elle a demandé ce qui, spécifiquement dans le stress du travail, le ferait appeler, de manière répétée, sa femme par le nom de sa sœur. Daniel a ouvert la bouche, l'a fermée, a essayé à nouveau, a dit qu'il ne savait pas. Il s'embrouillait juste parfois. Porsche a demandé s'il confondait les noms d'autres personnes, d'autres membres de la famille, collègues, amis. Daniel a secoué la tête. Juste le mien et celui d'Allison. Porsche a pris une autre note. La séance a duré 50 minutes. Elle nous a donné des devoirs. Daniel devait se corriger chaque fois qu'il utilisait le mauvais nom. Corriger immédiatement. Reconnaître ce qu'il avait fait. Nous avons programmé une autre consultation pour la semaine suivante. Nous sommes rentrés à la maison en silence à nouveau. Ce soir-là, Daniel a à peine parlé. Il s'est assis sur le canapé en regardant la télé sans vraiment regarder. J'ai fait le dîner. Nous avons mangé séparément. Lui dans le salon. Moi dans la cuisine. Vers 22h, je suis allée au lit. Daniel est entré 1 heure plus tard. S'est glissé sous les couvertures à côté de moi. J'ai fait semblant de dormir. Il s'est rapproché, a mis sa main sur mon épaule, a commencé à embrasser mon cou. Je suis restée immobile, n'ai pas répondu. Il a continué. Sa main est descendue le long de mon flanc, puis il a chuchoté « Allison ». Le nom est sorti doucement contre mon oreille. Je l'ai repoussé avec force, je me suis assise et j'ai allumé la lampe. Le visage de Daniel s'est décomposé. Il a commencé à pleurer vraiment avec des larmes coulant sur son visage. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas chez lui. A dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il continuait à faire ça. Ses épaules tremblaient. Je suis sortie du lit, retournée dans la chambre. D'amis, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Samedi matin est arrivé trop vite. Jour du déménagement d'Allison. J'avais à peine dormi. Je suis descendue pour trouver Daniel déjà habillé. Il avait pris sa journée au travail. Ne me l'avait pas dit avant hier. Il mettait ses chaussures quand la voiture d'Allison s'est arrêtée dehors. Elle avait loué un petit camion. Daniel a pratiquement couru dehors. Je l'ai suivi doucement. Je l'ai observé la saluer avec un énorme sourire. Le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis des jours. Il a pris des cartons de la chambre d'amis, les a portés dans les escaliers 2 par 2, a fait des blagues sur la quantité de choses qu'elle avait accumulées. Allison a ri, ce rire facile qu'elle a toujours eu. Daniel s'illuminait chaque fois qu'elle riait. Ils ont travaillé ensemble à charger le camion. Daniel savait exactement où chaque carton devait aller, a tout organisé parfaitement, a parlé du meilleur itinéraire vers son nouvel appartement, si elle avait besoin d'aide pour déballer. Je suis restée à la porte tenant un petit carton, voyant mon mari montrer plus d'énergie et d'enthousiasme qu'il ne m'en avait montré depuis des mois, plus qu'il n'en avait montré à notre anniversaire, plus qu'il n'en avait montré pour quoi que ce soit nous concernant tous les deux. Le camion s'est rempli. Daniel a fermé la porte arrière, a dit à Anne qu'il la suivrait jusqu'au nouvel endroit, aiderait à décharger. J'ai dit que je n'irais pas. J'avais des choses à faire ici. Daniel m'a à peine regardé, a juste hoché la tête et est monté dans la voiture. Je les ai regardés partir. Je suis restée debout dans l'allée vide, me sentant comme une étrangère, comme quelqu'un visitant sa propre vie de l'extérieur. La maison semblait différente avec Allison partie. Plus calme, mais pas paisible. Daniel est rentré à la maison ce soir-là épuisé. A dit que l'appartement était petit, mais sympa.
a dit qu'Allison semblait heureuse d'avoir son propre espace. Puis il a commencé à demander si je pensais que l'appartement était trop petit, si elle pourrait payer avec le salaire du nouveau travail, si elle avait assez de meubles, si elle se sentirait seule, en vivant seule après le divorce. Il a continué pendant 20 minutes. Chaque phrase sur Allison, comment elle allait, ce dont elle avait besoin, si nous devions voir comment elle allait plus souvent. J'ai préparé le dîner pendant qu'il parlait, mis la table, me suis assise pour manger. Daniel a continué, a dit que nous devrions peut-être l'inviter à dîner la semaine prochaine. S'assurer qu'elle s'installait bien. OK. J'ai posé ma fourchette, lui ai dit qu'Allison allait bien. C'était une femme adulte qui avait déjà été mariée. Elle pouvait gérer le fait de vivre seule. Daniel a semblé blessé, a dit qu'il était juste inquiet. J'ai dit qu'il était obsédé. Il a nié. Mais le lendemain matin, il a parlé d'elle à nouveau au petit déjeuner. Et cet après-midi-là, et avant de dormir, mardi soir, je me suis réveillée avec la lumière venant du couloir. J'ai vérifié l'heure. 2h du matin. Je me suis levée et j'ai trouvé Daniel sur le canapé avec son téléphone. La lueur de l'écran éclairait son visage dans le noir. Je me suis approchée, j'ai vu les réseaux sociaux d'Allison sur l'écran. Il faisait défiler ses photos, s'arrêtant sur certaines, zoomant. J'ai demandé ce qu'il faisait. Daniel a sursauté, a presque fait tomber son téléphone. A dit qu'il vérifiait juste si elle allait bien, s'assurant qu'elle avait posté récemment pour savoir qu'elle était en sécurité. J'ai souligné que vérifier les réseaux sociaux de quelqu'un à 2h du matin n'était pas une inquiétude normale. C'était de l'obsession. Daniel s'est mis sur la défensive. A dit que j'exagérais encore, transformant tout en problème, mais ses mains tremblaient. Il a fermé l'application et retourné au lit. Je suis restée sur le canapé. J'ai fixé le plafond sombre. Le comportement devenait effrayant maintenant. Pas seulement douloureux, vraiment effrayant. Marshall est passé mercredi après-midi avec du café. Il a dit qu'il était inquiet depuis le dîner de l'entreprise. Voulait savoir comment j'allais. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et je lui ai tout raconté. La séance de conseil, le carnet avec 37 incidents, Daniel prenant congé pour le déménagement d'Allison, la vérification des réseaux sociaux à 2h du matin. Marshall a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux pendant 1 minute. Puis il a dit doucement que Daniel pourrait avoir besoin d'une thérapie individuelle, pas seulement d'un conseil conjugal, que ce niveau de focalisation sur une personne n'était pas normal, n'était pas sain. Il a dit que ça lui rappelait son frère qui avait développé un attachement maladif à une collègue, avait eu besoin d'aide professionnelle pour résoudre ça. J'ai demandé ce qui était arrivé à son frère. Marshall a dit que ça avait pris des mois de thérapie, mais qu'il avait fini par s'en remettre. Qu'il allait mieux. J'ai hoché la tête. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Avoir une autre personne disant que le comportement de Daniel n'était pas normal aidait. Ça me faisait me sentir moins folle. Ce soir-là, j'ai dit à Daniel qu'il devait voir un thérapeute seul. Pas seulement notre conseillère matrimoniale, quelqu'un qui pourrait l'aider à découvrir pourquoi il était si concentré sur ma sœur. Daniel a commencé à discuter, a dit qu'il n'était pas obsédé. Je l'ai coupé. J'ai dit que s'il ne prenait pas rendez-vous d'ici vendredi, je déménagerais temporairement. Resterai chez Marshall jusqu'à ce que Daniel cherche de l'aide. Le visage de Daniel est devenu blanc. Il a demandé si j'étais sérieuse. J'ai dit complètement sérieuse. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas être dans un mariage où mon mari était plus inquiet pour ma sœur que pour moi, où il m'appelait par son nom pendant les moments intimes, où il vérifiait ses réseaux sociaux à 2h du matin. Daniel s'est assis lourdement sur le canapé, a mis sa tête dans ses mains, a finalement dit « Ok, je vais trouver un thérapeute. Prendre rendez-vous. » Il semblait sincèrement effrayé, comme s'il réalisait seulement maintenant que je pourrais vraiment partir, que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait atténuer ou expliquer. Daniel a trouvé un thérapeute jeudi matin, quelqu'un que Porsche a recommandé, a pris rendez-vous pour la semaine suivante, a commencé à y aller 2 fois par semaine, des séances individuelles, juste pour lui. Après 1 mois, Porsche nous a demandé à tous les deux de venir à une de ces séances. A dit que Daniel avait fait des progrès dont elle voulait discuter avec nous 2 présents. Nous nous sommes assis dans son bureau à nouveau. Même mur beige, même chaise confortable. Porsche a demandé à Daniel de partager ce sur quoi il travaillait. Daniel a pris une profonde inspiration, a dit qu'il me comparait constamment à Allison, pas seulement avec les noms, mais avec tout. Comment nous ressemblions, comment nous agissions, ce pourquoi nous étions doués. Il a dit qu'il se sentait coupable pour ça, savait que ce n'était pas juste pour moi, savait que ça nuisait à notre mariage. C'était la première fois qu'il était vraiment honnête sur le problème. Admettait vraiment ce qu'il faisait au lieu d'inventer des excuses. Mais quand Porsche a demandé pourquoi ça avait commencé, il n'a pas pu expliquer, a juste dit qu'il ne savait pas, ne pouvait pas identifier quand ou pourquoi Allison était devenue un tel centre d'intérêt. Je suis restée là à écouter. J'ai ressenti de la fatigue plus qu'autre chose. Fatiguée d'être la deuxième option dans mon propre mariage. Fatiguée de lutter pour l'attention de mon mari. Fatiguée de me demander si cela s'améliorerait vraiment un jour. J'ai écrit mes limites sur une feuille de carnet, ce soir-là. Pas de contact avec Allison sans me prévenir d'abord. Pas de consultation de ses réseaux sociaux. Se corriger immédiatement chaque fois qu'il utilisait le mauvais nom. Daniel s'est assis en face de moi à la table de la cuisine en lisant ma liste. Il a hoché la tête lentement, a dit qu'il pouvait faire ça, a dit qu'il essaierait plus fort. La première semaine, il a enfreint les 3 règles 2 fois, a envoyé un message à Allison demandant si elle avait besoin d'aide pour monter des meubles, a vérifié son Instagram au déjeuner, m'a appelé Allison, en demandant quels étaient les plans pour le dîner, puis a juste continué à parler comme si de rien n'était. Je lui ai montré la liste à nouveau. Je lui ai rappelé la partie sur la correction, immédiate. Il s'est excusé, a dit que c'était plus difficile qu'il ne le pensait. Brisé 7 ans d'habitude. J'ai souligné qu'il n'était obsédé par ma sœur que depuis 2 mois, alors de quelle habitude de 7 ans parlait-il? Daniel est resté silencieux. La 2e semaine a été légèrement meilleure. Il m'a dit avant d'envoyer un message à Allison à propos d'un colis qui avait été livré chez nous par erreur. C'est repris au milieu de m'appeler Allison et a corrigé. Mais j'ai trouvé son téléphone ouvert sur son profil Facebook de toute façon. Quand je l'ai confronté,
Il a dit qu'il s'assurait juste qu'elle s'installait bien. Ok. J'ai demandé pourquoi il avait besoin de vérifier ses photos pour savoir ça. Il n'a pas eu de réponse. Allison m'a envoyé un message. 3 semaines après avoir déménagé, demandant si je voulais déjeuner. Juste nous. Sans Daniel. Je l'ai retrouvée dans un café au centre-ville le samedi. Elle avait l'air bien, moins stressée que lorsqu'elle vivait avec nous. Nous avons commandé des sandwichs et du café. Elle a commencé à s'excuser à nouveau avant même que notre nourriture n'arrive. A dit qu'elle se sentait très mal à propos. De tout. Du comportement de Daniel, de l'attention dans mon mariage. Je l'ai coupé, lui ai dit pour la 100e fois que rien de tout cela n'était sa faute. Elle n'a pas demandé à Daniel d'être obsédé par elle. N'a pas encouragé son comportement. Elle existait juste et il a rendu tout bizarre. Les yeux d'Allison sont devenus humides. Elle a dit qu'elle continuait à penser que si elle était restée à l'hôtel, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai tenu sa main sur la table, dit qu'elle était ma sœur et que je voulais l'aider. Les problèmes de Daniel étaient à lui de réparer. Pas à elle de prévenir. Nous avons parlé pendant 2 heures de son nouveau travail, de l'appartement, des projets de recommencer à sortir avec quelqu'un éventuellement. Ça semblait normal, comme si nous étions juste des sœurs prenant des nouvelles, pas des gens coincés dans le gâchis de mon mari. Quand nous nous sommes étreintes pour nous dire au revoir sur le parking, ça a semblé juste, comme si nous reconstruisions quelque chose séparé de tous les problèmes du mariage. 3 mois se sont écoulés. Daniel avait réduit à m'appeler Allison 1 ou 2 fois par semaine au lieu de plusieurs fois par jour. Progrès techniquement, mais toujours pas normal. Toujours pas ce qu'un mariage devrait être. Je l'observais se corriger au milieu de la phrase. Voyez la concentration sur son visage quand il disait mon vrai nom, comme s'il devait se rappeler activement qui j'étais, avec qui il s'était marié. Cela m'épuisait. La surveillance constante, vérifier s'il avait regardé les réseaux sociaux d'Allison, rester à l'écoute pour voir s'il se trompait de nom, me demandant si c'était juste ça que nous étions maintenant. Un mari qui devait travailler pour ne pas appeler sa femme par le nom de sa sœur. Une femme qui devait policer chaque mot et action de son mari. Je restais éveillée certaines nuits à essayer de décider si je pourrais vivre comme ça pour toujours. Si cela comptait comme un mariage valant la peine d'être sauvé. Daniel essayait, allait en thérapie, suivait la plupart des limites la plupart du temps. Mais essayer ne devrait pas être si difficile. Dire le nom de sa femme correctement ne devrait pas demander un effort actif après 7 ans ensemble. Porsche a programmé une séance supplémentaire pour parler de planification à long terme. Nous nous sommes assis dans son bureau, même mur beige, même chaises confortables qui ont été témoins de mois de nos problèmes. Elle a sorti un dossier, avec des papiers, un plan structuré qu'elle avait créé, thérapie continue pour nous deux, point mensuel sur les limites et les progrès, conversation honnête sur les attentes. Elle nous a regardés tous les deux sérieusement, a dit que notre mariage avait des dommages permanents, a dit que certains de ces dommages pourraient ne jamais guérir totalement, a demandé si nous comprenions ce que cela signifiait. Daniel a remué sur sa chaise, a dit qu'il comprenait, a dit qu'il continuerait à travailler là-dessus. J'ai hoché la tête. J'ai dit que je comprenais aussi. Porsche a demandé comment je me sentais à l'idée de rester dans le mariage, sachant qu'il ne pourrait jamais être complètement réparé. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Puis j'ai dit que j'étais prudemment optimiste, mais réaliste. J'ai dit que je savais qu'une certaine confiance brisée ne pouvait pas être complètement réparée, mais j'étais d'accord pour prendre les choses un jour à la fois, gardant mes options ouvertes, ne m'engageant pas pour le pour toujours, quand le pour toujours semblait impossible à promettre. Daniel a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre, mais je n'ai pas serré la sienne en retour.